je suis ce soir, parce que on était en train de le dire, avec Amel Ferrand et Nicolas Fantin du laboratoire Galderma, qui sont, D'accord. que vous devez connaître, docteur Darchi, parce qu'ils sont venus, je Oui, crois, oui, bien sûr, je me voilà. rappelle tout à fait, heureusement. Et donc, ils sont les Practice Development Managers pour Galderma. Voilà. Ouais, ils Alors, vont on sans y doute va. revenir. Donc, c'est le Merci troisième beaucoup. webinaire de ce premier semestre, je pense le dernier. On avait fait d'abord tout ce qui était financier sur le cabinet médical. Ensuite, on avait fait comment communiquer, la communication digitale. Et puis, ce soir, ben, c'est un sujet qui est un peu sensible souvent dans les cabinets médicaux, à savoir le management du cabinet et le management des équipes particulièrement, puisque c'est quelque chose que vous n'avez pas appris à l'école, on va dire, ou durant vos études. Donc moi, je suis assez focus sur les facteurs clés de succès du cabinet, hein, et j'ai défini un peu une doctrine, la doc justement. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'un cabinet va vraiment se développer? D'abord, c'est tout ce qui va être concernant le digital aujourd'hui, la communication digitale et la stratégie de communication que vous allez mettre en place dans votre cabinet, parce qu'aujourd'hui, le digital, c'est le premier contact du patient avec votre cabinet. Ensuite, bien entendu, il y a tout ce qui concerne l'organisation de votre cabinet, les valeurs que vous allez mettre en place avec votre équipe, l'éthique, bien sûr, le management, on va en parler ce soir, et puis tous les outils qui vont faire que votre équipe sera dans le dynamisme et la motivation pour justement accueillir le patient et valoriser en fait tout ce que vous faites dans le cabinet. Et puis le troisième point, c'est tout ce qui concerne la communication, bien sûr focus sur le patient, comment on va l'accueillir, comment on va lui donner de l'information, comment on va l'informer, hein, tout simplement sur les différents traitements, et puis bien sûr le faire adhérer à tout ce que vous faites dans le cabinet. Donc, c'est ce qu'on a appelé la cohérence digitale, hein. C'est un mélange aujourd'hui à la fois de digital, parce qu'on dit quand même que vous recrutez environ 20% de vos patients via le digital aujourd'hui. Donc, c'est pas le j'aime ou j'aime pas, hein, c'est on vous trouve aujourd'hui là-dessus. Et puis, bien sûr, tout ce qui concerne l'accueil physique, qui reste encore essentiel aujourd'hui et qui doit redoubler encore de vigilance, parce qu'aujourd'hui, le patient se donne le choix de choisir justement et d'aller dans un autre cabinet ou de critiquer, de vous noter sur Google s'il n'est pas tout à fait satisfait de vos services. Alors, vous me connaissez, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et puis, vous connaissez également Amel et Nicolas. Donc, ce soir, vraiment, on va parler de management. Donc, quel est votre style de management? Quels sont les styles de management, surtout en 2022, parce que le monde a changé? Comment vous allez procéder quand vous faites vos recrutements? On va parler d'outils qui sont essentiels dans l'organisation justement et le management, à savoir la fiche de poste, la réunion d'équipe, et puis on va faire un point sur la formation, à savoir le développement des compétences, à la fois peut-être parfois des vôtres, mais aussi de vos équipes. Donc ce que je vous propose, hein, comme on est un tout petit groupe, vous n'hésitez pas à nous arrêter s'il y a la moindre question. Ça va? Oui, Impeccable. hein. Alors on y va. Alors, les styles de management, j'ai voulu commencer à l'aube des congés et des vacances par une petite phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver quelque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Et c'est vrai que c'est un management aujourd'hui qui va être important, parce que vous devez, vous devez être une équipe. Alors, qu'est-ce qu'un bon chef, justement? J'ai mis cette photo avec un cœur parce que, justement, quand on parle de management, on va parler d'émotion. Parce qu'on a tous dans la tête un bon chef qui nous a mis en avant, qui nous a fait grandir, qui nous a vraiment formés dans notre métier ou valorisés. Et puis, on a tous également l'image d'un mauvais chef
qui pouvaient être soit incompétents ou tyrans, voire pervers narcissiques, enfin voilà, donc qui n'étaient pas dans la justice. Donc en fait, quand on parle de management, eh bien, on parle d'autorité, et l'autorité, ça nous renvoie à l'autorité parentale, donc celle qu'on a connue. Donc ça va générer des émotions. Et notre premier objectif quand on devient manager, c'est il faut que les autres m'aiment pour travailler pour moi. Donc, c'est souvent là que ça va bugger un peu parfois dans le cabinet parce que j'ose pas lui dire, ou alors je lui dis d'une façon beaucoup trop autoritaire, ou vous voyez. Donc, on va avoir parfois la mauvaise communication et les messages vont pas passer. Alors, qu'est-ce qu'un bon chef? Ça, c'est vraiment up to date, parce que j'ai lu récemment un article du Harvard Business Review. Et aujourd'hui, un bon chef, c'est l'humilité. C'est-à-dire qu'on va passer du je au nous quand on manage une équipe. Et souvent, quand je forme les assistantes, d'ailleurs, je leur dis arrêtez de dire oui, le médecin, c'est pas ma faute si le médecin est en retard, c'est nous avons du retard, veuillez nous excuser. Vous êtes une équipe, c'est un ensemble. Et l'humilité, ça veut dire que justement, tout le monde se met au même rang. Ensuite, la bienveillance. Vous ne pouvez pas être manager aujourd'hui dans votre cabinet si vous ne mettez pas un peu d'empathie et vous ne vous mettez pas un peu à la place des autres. Vous travaillez avec des assistantes qui n'ont pas parfois vos compétences, en tout cas techniques, qui n'ont pas votre éducation, etc. Donc, c'est essayer de se mettre à leur place pour leur transmettre ce que vous attendez d'elles, en tout cas, mais de façon bienveillante, bien entendu. La confiance. On ne peut pas travailler si on n'a pas confiance. Si vous sentez que alors nous, on voit tout. Moi, je peux écrire un livre sur ce que j'ai vu en 20 ans de métier. Si vous pensez que votre assistante vous vole, ou si vous pensez qu'elle ment, ou si vous pensez qu'elle raconte pas les bons messages, ça crée forcément une atmosphère différente dans le cabinet médical. Et puis, le dernier, c'est le courage. J'aime beaucoup cette valeur parce que le courage, ça veut dire que vous êtes capable aussi d'avoir de l'autorité et de le dire de façon, prendre le courage de dire que vous voudriez que les choses soient faites différemment. Donc ça, il faut être courageux parfois pour le faire. Donc aujourd'hui, le nouveau manager, il accompagne ses collaborateurs. On n'est plus dans « je te donne les ordres, exécute-les ». C'est pour grandir, pour que le cabinet progresse, il va falloir qu'on mette ça en place. C'est ça qui va générer de l'enthousiasme justement, et c'est ça qui va donner envie à vos salariés de grandir aussi, et de grandir avec vous. Donc en fait, le bon manager aujourd'hui, c'est vraiment un facilitateur, c'est un coach en fait, vous êtes coach de vos assistants, et développeur de talent. J'aime beaucoup ça. Mais par contre, je vois parfois des cabinets, ils veulent absolument donner des responsabilités à chacun des membres de l'équipe, mais elle est très bien juste à l'accueil. Donc, elle est très bien juste à l'accueil, mais il veut qu'elle devienne webmaster et qu'elle fasse tous les posts Instagram, vous voyez. Donc, il va falloir à un moment donné être à l'écoute, justement, de chaque demande et chaque attente du collaborateur dans le cabinet pour justement savoir où placer chacun des membres de l'équipe. C'est là qu'on devient aussi un partenaire, c'est-à-dire que vous êtes une équipe et chacun a sa place, et on verra l'outil de la fiche de poste, c'est là qu'elle a tout son rôle aussi. Chacun a sa place et chacun doit travailler en bonne cohésion, cohérence et collaboration dans l'équipe. Vous allez me dire, c'est facile, c'est de la théorie, mais en réalité, c'est pas toujours comme ça. Ben voilà, je comptais sur elle la semaine dernière, mais elle a Covid, elle vient pas. Elle fait un bébé, je viens de la recruter, elle fait un bébé, etc. Oui, vous avez raison. On est dans l'idéal là, mais justement, c'est comment vous allez vous adapter à chaque situation qui peuvent poser problème. Et ça, il va falloir travailler un petit peu là-dessus. Alors vous, aujourd'hui, quel manager êtes-vous dans votre activité, à votre avis? Vous vous posez la question parfois? Régulièrement. C'est pas facile. Comme vous dites, on n'a pas appris ça à l'école, donc on fait au mieux, je pense, avec beaucoup on va dire, de bienveillance quand même, je pense. Mais c'est pas simple parce qu'il faut à la fois aussi parfois faire comprendre que
on veut changer des choses aussi, mais oui, en étant diplomate, quoi. En étant il faut en fait, l'outil principal quand on veut faire changer les choses, c'est donner du sens à votre changement. Si les gens ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup, vous voulez prendre des photos avant la consultation, parce que ça me bouscule tout mon agenda et que moi, je n'ai pas le temps, je ne peux pas prendre le téléphone, etc. Et puis aller faire les photos en plus. Si vous ne donnez pas du sens à ce changement, les personnes refusent le changement. On le sait, hein. Naturellement, on va dire non. Donc, il va falloir peut-être, lors des réunions d'équipe, on va voir l'outil aussi tout à l'heure, c'est que vraiment donner du sens et de la clarté à vos objectifs. Alors, bien sûr, et pour ça, il faut savoir, il faut bien se connaître. C'est pour ça que j'ai remis cette slide, bien se connaître. Il y a des choses qui vous énervent spontanément. Par exemple, que je vous dise non, ça vous énerve. Donc, il va falloir l'anticiper. Il va falloir se dire, OK, je sais que quand on agit comme ça avec moi, ça peut m'énerver. Donc, comment je vais faire? Ensuite, il va falloir développer justement de la flexibilité par rapport à ça. Une fois qu'on se connaît, il va falloir qu'on s'adapte. Et puis le dernier point, c'est justement de s'adapter aux situations et aux personnes. Moi, je dis toujours, avant d'analyser, comprenez le symptôme. D'où vient le problème? Hein, on sait qu'on a un problème, mais d'où vient-il? Comment ça se fait qu'il s'est installé? Donc, c'est ça qui va être important. Ensuite, vous voyez bien que pour adapter son style managérial, il va falloir avoir plusieurs casquettes. Avant tout, et on va tourner dans une boussole, c'est-à-dire que vous êtes avant tout, vous êtes un chef, hein, c'est vous les leaders du cabinet, c'est vous vous êtes le créateur, vous êtes le propriétaire, vous êtes le chef d'entreprise, hein, ce qu'il faut vraiment réaliser aujourd'hui, surtout quand on fait de la médecine esthétique et que souvent vous avez des activités annexes type épilation laser, etc. Vous devenez vraiment un gestionnaire, donc vous devez analyser la situation. Ensuite, vous êtes un leader parce que vous fixez le cap de vos équipes. Et ça va être important. Donc, il va falloir osciller dans ces deux zones. Ensuite, vous devez les motiver. Et pour les motiver, il va falloir, c'est ce que je disais tout à l'heure, leur donner du sens dans votre changement et puis les accompagner aussi dans le changement. C'est qu'est-ce qui fonctionne bien? On a toujours aussi tendance à aller sur ce qui ne va pas. Mais aussi, c'est ça que quand je vous dis bien se connaître soi-même et adapter son style managérial, c'est d'abord qu'est-ce qui fonctionne bien dans le cabinet et pourquoi ça fonctionne bien. Et après, ça nous permet de résoudre beaucoup plus vite les dysfonctionnements justement et les obstacles qu'on peut rencontrer lorsqu'on veut un changement. Et puis, vous devenez un coach parce que vous allez assurer le suivi de votre changement, justement. Vous allez assurer tout ce que vous mettez en place et tout ce que vous voulez mettre en place dans le cabinet parce que ça reste quand même, je l'ai dit, c'est votre entreprise et vous avez le droit de décider et d'imposer la façon dont vous voulez que votre patient soit accueilli, de votre patient soit pris en charge dans le cabinet, qu'on lui réponde au téléphone et l'information que vous voulez qu'on lui transmette. Donc voilà, pour moi, ça, c'est les quatre compétences que vous devez essayer de mettre en place et c'est ce qui sera intéressant à partir de maintenant, c'est d'analyser dans quelle case vous vous situez et à quel moment. Alors, les forces, hein, justement, c'est de se dire, bon, moi, je suis bien là, mais quels seraient mes points à améliorer? J'ai voulu rappeler ces 3 points suivants parce que c'est important. On ne se rend pas toujours compte de la puissance des mots que l'on utilise et surtout la façon dont on va le dire. J'ai rappelé un message de Toltec, hein, que ta parole soit impeccable. Souvent dans les cabinets, les assistantes sont vexées ou sont en colère parce que oui, il m'a dit ça et puis il me l'a dit sur ce ton-là. Et voilà. Donc malgré tout, attention à la façon dont vous allez transmettre votre message. Le deuxième, c'est motivation, valorisation. On ne se rend pas compte toujours de la force du compliment. Et vous, quand vous êtes dans votre rush de travail tous les jours, etc., vous avez plutôt tendance à voir ce qui ne va pas plutôt qu'à voir ce qui va bien. Donc, justement, vous allez avoir tendance à dire tout de suite, ça ne va pas, il faudrait le changer. Mais essayez justement de commencer par l'inverse, en disant, j'ai vu que tout ça, ça fonctionnait bien. En revanche, j'aimerais qu'on améliore ça et ça. Ça, c'est la même chose, c'est juste dit d'une façon différente. Et je l'ai dit et je le répète encore,
plus vous êtes clair dans la stratégie que vous voulez développer dans votre cabinet, plus vous êtes transparent, plus vous mettez du sens à votre changement, plus vous allez créer de la confiance. Et elle est inspirante, cette confiance, parce que du coup, on est dans la symétrie des attentions. Et vous êtes le chef d'orchestre, on le sait bien, d'un cercle vertueux, parce que plus votre équipe sera motivée, plus elle accueillera bien le patient, plus le patient sera content, plus il va développer le bouche à oreille positif, et donc plus vous aurez de patients. Donc on voit bien qu'on est dans un cercle, dans une spirale et dans un système entier qui doit fonctionner. Ça va? Alors, ce qui va être important, c'est de recruter justement les bonnes personnes à vos côtés pour justement conjuguer les bons talents. Si vous êtes un manager, on va dire, très leader, donc qui va toujours donner les guidelines, c'est peut-être intéressant d'avoir quelqu'un qui soit un peu plus doux à vos côtés ou inversement, bien sûr. Donc, vous êtes toujours à la recherche, quand vous recrutez, d'un superwoman, woman ou men, d'accord, d'ailleurs. Donc, pour ça, on a créé des outils aujourd'hui qui peuvent vous aider dans la recherche de compétences. Donc, c'est un outil qui s'appelle le profil de personnalité que vous connaissez sur les couleurs, mais il est complètement dédié au recrutement. Et donc, on va être focalisé sur les différentes compétences de la personne que vous voulez recruter. Donc, est-ce qu'il est plutôt, vous voyez, cette personne-là, elle était plutôt dans l'analyse, la conformité, la procédure, etc. Donc, voilà, tout dépend du profil que vous allez rechercher. Bien sûr, on va rechercher des profils qui ont des compétences techniques, mais mis à part, en plus des compétences techniques, il va falloir vraiment rechercher aujourd'hui des compétences personnelles et interpersonnelles. Moi, je suis focus sur quelqu'un qui a un esprit d'équipe, parce qu'on ne peut pas travailler dans un cabinet médical si on n'a pas cet esprit-là. Et puis, surtout, aujourd'hui, développer le sens du service client. Il faut que la personne que vous allez recruter soit quand même motivée pour accueillir le patient et parler au patient. Donc, c'est pareil, dans les profils qu'on vous propose, vous les connaissez un peu, mais il y a le profil naturel, le profil adapté au travail. Et puis, justement, on peut fonder des profils de groupe pour savoir si, justement, il y a de la cohérence dans les équipes que vous êtes en train de créer et de développer. Voilà, je voulais faire un point sur le recrutement parce qu'une fois que vous avez recruté justement votre bonne équipe, il va falloir définir les tâches de chacun. Et là, je vais donner la parole à Amel sur la fiche de poste. Merci Agnès. Donc, en ce qui concerne la fiche de poste, je ne sais pas si vous en faites systématiquement à vos équipes ou non. Déjà, on va commencer par la définir. Qu'est-ce qu'une fiche de poste? Une fiche de poste, c'est une description qui est factuelle et réelle d'un poste à un instant T. Au moment où la personne arrive dans l'entreprise ou dans le cabinet, en l'occurrence pour vous, c'est comme une carte d'identité du salarié et elle vise à encadrer ses fonctions. Finalement, c'est un document qui va viser à donner un périmètre d'action de votre salarié et de définir ses missions et ses compétences. Et comme le disait justement Agnès tout à l'heure, ce document va apporter de la clarté au sein d'une structure. La fiche de poste, elle a un triple objectif. Le premier objectif, c'est celui du salarié pour lequel on a élaboré une fiche de poste. Elle va lui donner un cap, elle va encadrer son travail et ses objectifs de façon précise. Donc finalement, le salarié, que ce soit votre assistante, votre infirmière, votre desk manager, va savoir quelles sont les missions précises qui lui incombent. Donc, il n'y a pas finalement de zone de flou. On va limiter les zones de flou. Pour l'employeur, c'est-à-dire pour vous, elle va verrouiller le périmètre d'action du poste que vous avez défini et puis surtout, ça va vous permettre d'évaluer votre salarié parce que, étant donné que vous avez des salariés, si vous en avez, vous allez les évaluer au moins une fois par an. Et bon, donc, pour pouvoir les évaluer efficacement, il faut avoir défini correctement leur mission. Je ne peux pas évaluer mon assistante si je ne lui ai pas dit qu'il fallait, par exemple, qu'elle qu'elle fasse correctement, je dis n'importe quoi, qu'elle identifie des avis, qu'elle recrute des patients pour des avis Google, par exemple, 5 par mois. Si on n'a pas clairement identifié là ses objectifs et ses missions sur sa fiche de poste,
elle peut vous dire, ben, moi, je ne suis pas au courant, ce n'est pas à moi de le faire, c'est ma collègue aussi, je ne suis pas la seule, etc. Voilà, ça apporte du flou. Donc, ça permet effectivement d'encadrer les missions et de pouvoir les évaluer lors de l'évaluation. Et puis, si vous avez un desk manager qui s'occupe de ressources humaines, cette fiche de poste va lui permettre de cibler le profil du candidat recruté et puis surtout d'évaluer des besoins plus tard de formation, de se dire, bah, cette salarié-là, je peux la faire évoluer vers un poste, je dis n'importe quoi, de community manager, parce qu'on en a besoin au sein de la structure. Donc, je vais envisager de lui faire faire une formation dans ce domaine-là, où je vais l'envoyer faire une formation validante d'assistante comme on a aujourd'hui. Voilà, donc cette fiche de poste, elle a un triple objectif, salarié, employeur et RH, si la structure est suffisamment grande pour avoir une personne qui est dédiée au RH. Alors, qu'est-ce qu'elle contient, cette fiche de poste? D'abord, elle va contenir l'intitulé du poste. Infirmière, assistante, voilà l'intitulé. Il va falloir reporter également la position dans l'organigramme et la liaison hiérarchique, à qui reporte cette personne, l'environnement et les conditions de travail. Est-ce qu'on travaille dans un cabinet médical? Est-ce qu'on travaille dans une clinique? Quel type de contrat cette personne a? Est-ce qu'elle est en CDD, CDI? Est-ce qu'elle est en freelance sur une partie de son activité? Aujourd'hui, on sait qu'il y a des chirurgiens qui ont des infirmières blocs, qui viennent de temps en temps au cabinet faire des actes et qui sont rémunérés à la mission. Donc, tout ça doit être notifié sur la fiche de poste. Et puis, un point très important, on va aller décrire les missions et les activités, de la plus fréquente à la moins fréquente. On va regarder ça sur les slides suivantes. Qu'est-ce qu'on entend par mission? On va pouvoir noter quelles sont les évolutions de poste possibles. Quelle est la perspective que l'on va donner aux salariés? Par exemple, on embauche, on recrute une infirmière. On va pouvoir se dire que dans 2 ou 3 ans, la structure va évoluer et elle va pouvoir évoluer comme manager de centre. Voilà, ça donne de la perspective. On va également noter sur la fiche de poste les difficultés, les contraintes. Est-ce que le salarié est amené à travailler tard le soir? Est-ce qu'il est amené à travailler le week-end? S'il y a des événements, des portes ouvertes? Est-ce qu'il est amené à se déplacer sur des congrès? Donc, tous ces éléments-là doivent être notifiés sur les fiches de poste. On doit mettre également les relations avec les autres postes, parce que même dans la fiche de poste, si la relation hiérarchique est reportée, on doit mettre également les relations transverses. Par exemple, l'infirmière travaille avec l'assistante, qui travaille aussi, je ne sais pas, avec le webmaster. Les relations transverses sont également relatées sur la fiche de poste. Et on va également détailler les compétences requises pour le poste. Compétences principales et compétences secondaires. Voilà. Le plus important étant de clairement identifier l'intitulé, de travailler avec précision les missions et de détailler les compétences. C'est les points les plus importants. Alors, à quoi ça ressemble? Donc ici, on a quelques petits exemples de fiches de poste. Voilà, ici, on a par exemple, on n'a pas mis tous les éléments, hein, il n'y a pas le supérieur hiérarchique, etc. Mais ça vous donne une idée. Hein, donc, on a effectivement fiche de poste d'une assistante médicale avec les missions, les compétences et tous les détails. Diapositive suivante. Voilà. Alors, pour avoir un exemple, pour la fiche de poste d'une assistante médicale, on va aller répertorier les missions principales. Donc, par exemple, prise en charge des appels téléphoniques, accueil des patients, mise en place d'un semainier, on va regarder ça dans les slides qui suivent, réalisation de certains actes comme la cryolipolyse, assistance du médecin pour les actes d'injection, et puis élaboration de règles de planning. Donc, vous allez pouvoir énumérer vos missions les unes après les autres. En ce qui concerne les compétences et les qualités, évidemment, pour une assistante, la bonne présentation est importante, l'organisation dans le travail, la rigueur, la réactivité, la discrétion, le sourire, la patience, voilà. Vous allez pouvoir énumérer les éléments qui sont pertinents. Vous allez pouvoir l'écrire seul ou la coécrire avec la personne pour laquelle vous réalisez une fiche de poste. Voilà. Ensemble ou séparément. Généralement, quand on va recruter quelqu'un, la fiche de poste est déjà élaborée. Mais si on est amené à la changer, on peut la travailler ensemble. Alors après,
on va prendre chaque élément des missions et on va les détailler. Donc, si on prend un premier exemple, la prise en charge des appels téléphoniques. Donc, en ce qui concerne l'accueil téléphonique, on peut mettre précisément ce qu'on attend de la qualité de l'accueil téléphonique. Donc, on peut mettre la phrase que l'on souhaite entendre. Par exemple, cabinet du docteur tel, à votre écoute, Chloé, Amandine, le prénom, comment puis-je vous aider? L'avantage, c'est que toutes les personnes qui vont répondre au téléphone auront la même phrase d'accueil. Ça, c'est important. Il n'y aura pas de différence entre une personne qui répond correctement et une autre qui va répondre à sa façon. On peut rajouter d'autres éléments. Si vous êtes dermatologue, lui mettre que pour la première consultation, il faut ramener la carte vitale, l'attestation CMU, le nom du médecin pour lequel qui a envoyé, par exemple, qui vous a dirigé vers le cabinet. Est-ce que c'est une première consultation? Est-ce que c'est une consultation de laser, d'injection? Tous ces éléments-là, notamment l'accueil téléphonique et la nature de rendez-vous, sont des points essentiels. Voilà. Vous pouvez élaborer un semainier, ça va être un outil facilitateur. Donc, vous allez mettre l'ensemble des jours de la semaine et vous allez y attribuer certaines actions précises qui ne se dérouleront pas tous les jours. Par exemple, le lundi, vous allez pouvoir faxer le programme du bloc si vous êtes chirurgien, ou rappeler certains patients pour confirmer l'opération, allumer l'ordinateur et enclencher la musique. Ce sont des rappels, mais on va trop souvent dans certains cabinets où la musique n'est pas enclenchée, les écrans ne sont pas allumés. Là, on va pouvoir le mettre et se dire, ça sert de repère pour la personne qui a cette mission-là. Le mardi, on fait l'inventaire des fournitures pour pouvoir passer ses commandes et ne pas se retrouver sans produit. Le mercredi, faire les comptes rendus d'hospitalisation. Voilà, vous allez pouvoir énumérer les points sur chaque jour de la semaine. Et ce semainier, il doit être exhaustif, mais en même temps, il sert de repère et ça permet à l'assistante de ne pas oublier. Les éléments sont notés sur sa fiche de poste. Slide suivante. On peut rajouter à la fiche de poste, en plus du semainier, certaines règles du planning. Les règles du planning, alors par exemple, les créneaux du vendredi matin sont réservés aux injections. Ça, l'assistante, on limite au fait l'erreur. Elle sait que le vendredi, elle peut attribuer des créneaux d'injection. On peut toujours garder le premier créneau de consultation dermatologique aux urgences si besoin. Toujours informer le médecin s'il y a une annulation au bloc. Voilà, vous mettez les points importants pour lesquels vous souhaitez être informé et qui limitent effectivement la zone de non-information ou de liberté qui peuvent donner justement de l'inconfort dans l'organisation générale. Voilà, finalement, sur ces règles, vous mettez vos règles, les règles de votre fonctionnement et celui du cabinet ou de la structure dans laquelle vous travaillez. Donc, le but de tous ces éléments-là est de bien définir tous les points, parce que, comme on dit, qui se définit bien évite de se défendre. Une fois que chacun a ses attributions et ses missions, de la clarté, et chacun connaît son travail, et on évite justement les zones de flou. Voilà, on arrive à la fin de la présentation sur la fiche de poste. Je vous ai préparé quelques questions. Je ne sais pas si vous en avez vous-même. Alors, quand ça fait longtemps que les personnes sont employées, ça me paraît difficile de mettre ça en place, en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je trouve que faire une fiche de poste quand la personne est embauchée, c'est logique, ça cadre le truc. Bon, on a fait tous un contrat de travail, hein, on a déjà cadré, expliqué, formé, mais on ne l'a pas forcément rédigé comme ça. Et effectivement, c'est très bien. Mais du coup, voilà, quand la personne travaille depuis 1 an, 2 ans, je ne me vois pas faire ça maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne comprends pas qu'est-ce qui vous bloque, au fait, docteur Delorme. Je ne sais pas, c'est un peu rabaisser la personne et lui dire, voilà, quelle est votre mission? Elle va me dire, je la connais, ma mission, ça fait des mois que je la fais. Enfin, vous voyez, Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'une fiche de poste, c'est au contraire, une personne qui est là depuis 1 an ou 2 ans, justement, elle ne va peut-être pas faire les mêmes choses que quand elle est arrivée.
Donc, bien au contraire, le fait de réviser sa fiche de poste, c'est justement la valoriser parce que vous allez mettre en relief ce qu'elle a appris et ce qu'elle sait faire de mieux aujourd'hui. Vous voyez? Au contraire, c'est lui expliquer que sa fiche de poste qui a été faite il y a 1 an, aujourd'hui, elle est has-been parce qu'elle a gagné en compétences. Et les compétences aujourd'hui qu'elle a gagnées et qui ne sont pas notifiées dans sa fiche de poste initiale doivent figurer dans sa nouvelle fiche de poste qui doit lui ressembler. Vous voyez? La nuance, elle est là, au fait. D'accord. Je vais vous donner un exemple. Nicolas et moi, on a une fiche de poste qui date d'il y a d'1 an. On doit la refaire, la nôtre, parce qu'elle n'est plus à jour. Et les fiches de poste, Nadia, ce qui est important, c'est pour qu'il y ait bien un accord. Tu vois, par exemple, quand on va en parler des réunions d'équipe et quand on s'est mis d'accord sur qui va s'occuper, par exemple, des commandes, là, c'est noté, on va ajouter une fiche de poste, c'est en perpétuelle évolution. Hein. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, tiens, par exemple, Laurie, bah, maintenant, tu vas t'occuper des commandes, on le rajoute à ta fiche de poste. Comme ça lui évite de devoir à y penser, ça rentre dans le cadre de sa mission. Et la fiche de poste aussi, elle est extrêmement importante, c'est que le cas d'Annick, c'est-à-dire que, hop, arrêt maladie, on a un arrêt maladie qui est de longue durée, on a besoin de recruter quelqu'un. Le temps qu'on lui explique toutes les missions, tout ce qu'il faut faire, l'organisation du cabinet, on va perdre un temps dingue. Si on lui donne la fiche de poste, la personne, elle la lit et elle sait au jour le jour, ça va être son chemin de fer qu'elle va suivre parce qu'elle va savoir au jour le jour toutes les missions qu'elle a à faire. Ça n'empêche pas un accompagnement, mais pour vous, entre guillemets, dans le cabinet, ça va apporter beaucoup au niveau de cette souplesse parce qu'on peut arriver à avoir une jeune femme qui ait un bébé, un arrêt maladie qui se prolonge. Et donc voilà, on a besoin de recruter un intérimaire, on lui met la fiche de poste dans les mains, tout est fait. C'est une carte d'identité, mais également un élément de valorisation. C'est ce que j'allais dire. Voilà, moi, je vois ça comme un outil de valorisation. Ouais. Parce que ça peut être un point à un instant T dans le cabinet. Mettons en place, vous n'êtes pas obligé de le nommer fiche de poste, mais j'aimerais que vous me listiez tout ce que vous faites. J'aimerais que vous me listiez toutes les tâches que vous avez à faire sur une journée ou sur une semaine. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble. Voyez, et là, c'est là la collaboration, ce que je disais tout à l'heure, de vraiment de les emmener avec vous. Et j'aimerais qu'on voit aujourd'hui, qu'on fasse un point sur qu'est-ce qui va vraiment bien dans notre cabinet et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer encore. Et en plus, si tu as dans ton cabinet un nouveau laser, une nouvelle technique qui arrive, si tu prends avec des commandes de consommables, de choses comme ça, si tu regardes les semainiers de chacune des filles, tu vois qui potentiellement peut s'en occuper parce que dans son semainier, il y a encore de la place, ou il n'y a plus de place justement. Et ça permet aussi de se rendre compte des missions que font les filles où on n'a pas forcément cette notion de se dire, je ne savais pas qu'elle avait toutes ces charges-là. Par rapport aux autres, peut-être elle est un peu trop chargée. Donc voilà, de rééquilibrer aussi les choses. Alors, moi, je sais plutôt, on va dire, à la minute ce qu'elles font parce que je vois tous mes patients au jour d'aujourd'hui et que je suis tout ce qu'elles font. Mais comme ça va être un peu amené à changer, du coup, suite effectivement au dernier congrès où j'ai beaucoup discuté et où je sens la limite au cabinet où forcément, si je suis à voir les patientes de toutes mes assistantes, forcément, je ne peux pas augmenter mon activité à moi. Et donc, voilà, en discutant avec d'autres médecins et en me rendant compte que je suis la seule dans mon coin à faire, enfin, je suis une des rares, on va dire, à valider encore la 3e séance de l'aide, par exemple. Voilà, il y a des choses sur lesquelles je vais effectivement lever le pied. Je ne vais pas avoir tout le temps toutes les patientes qui sont en soins répétés, qui ne justifient pas en fait d'être vues. Par exemple, un 3e peeling, il n'y a pas forcément nécessité d'être vue, quoi. D'accord, sauf problème. Donc, ça va être l'occasion peut-être effectivement, puisque je vais changer dans la façon dont on va travailler. Donc, ça va être peut-être l'occasion d'introduire ça. Ça tombe bien, je dirais. Vous allez répartir les activités, exactement. Donc ça doit être notifié sur les nouvelles fiches de poste. Et du coup, vous allez définir des procédures. Oui, c'est ça. J'ai défini
Ça y est, elles sont là. Ah, c'est-à-dire que par exemple, sur les LED, bon, la première patiente, Première vue par- séance et dernière voilà, séance. première séance, vue Voilà. docteur, vue assistante. Deuxième ça. séance, c'est que assistante. C'est Peut-être ça. qu'il y a un contrôle médecin Ça. à J, je sais pas moi, 30. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Vous C'est allez mettre en exactement place ça. des procédures. Mais pour Voilà. les introduire, il faut savoir qui fait quoi. C'est quoi? Et ça, c'est la fiche de poste. C'est ça. Je suis sûre qu'il y a des choses qui ne sont pas faites chez vous. Je ne sais pas, vous êtes en retard sur les stocks ou il y a, voilà, à un moment donné, c'est important de faire un point. C'est comme ça que vous devez l'introduire. Ouais. En fait, elle fait les stocks, par exemple, quand elle a le temps. Enfin, souvent Voilà. le jeudi, parce que c'est un petit peu plus creux le jeudi. Mais on peut systématiser le truc, hein, effectivement. Plus vous grossissez en termes d'équipe, hein, plus vous avez besoin d'être structuré, en fait. Ouais. Donc, autant l'être dès le début. Exactement. Et Parce dans la que début. si on est 3 staff qui a le stock à faire, moi, je me dis qu'il y en a bien un des 2 autres qui va le faire. Hein. Exactement. Donc, Et c'est voilà. ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui dans les cabinets. Exactement. Et en plus, Nadia, comme tu disais, c'est que tu vas revoir tes procédures. Donc, c'est le moment parfait pour dire, bah, écoutez, on va redispatcher les procédures. Je vais déléguer certaines procédures. Et voilà, on va profiter des fiches de poste justement pour tout noter, que ça soit clair pour tout le monde. Donc, c'est un très bon moment pour le faire. Donc, ça nous Fiche permet de répondre mission, à la… hein, fiche de mission, on peut les appeler comme on veut. Hein, Comme c'est on pas… L'idée, c'est vraiment de remettre à plat un peu toute votre organisation, vous voyez. C'est là que vous les impliquez aussi. Ouais. Pendant une Bien. semaine, j'aimerais que vous me notiez tout ce que vous faites heure par heure pour qu'on puisse voir si on peut s'améliorer, si on peut encore optimiser, etc. Vous voyez, présenter comme ça, c'est pas… c'est plutôt hyper motivant, non? Oui, oui. Oui, oui, c'est la façon dont on le présente, parce qu'effectivement, il ne faut pas le prendre comme quoi on va aller fliquer. Exactement. Non, Non, bien non, sûr, non. non, ça n'a- c'est J'aimerais pas du tout déléguer l'intérêt. des tâches, j'ai besoin d'alléger Voilà. mon agenda, vous mettez sur vous, hein, et j'aimerais que nous regardions ensemble comment on va pouvoir se réorganiser. Et là, vous parlez à une équipe, vous voyez. Et donc, cela nous permet de répondre à la première question. Est-ce que la fiche de poste peut être modifiée? Oui, bien sûr. Elle peut être modifiée. On peut la modifier autant qu'on veut. Ce n'est pas comme un contrat de travail qui a des règles juridiques bien précises. Hein, elle doit même être modifiée en permanence. Tout à fait. Dès qu'il y a une nouvelle chose, dès qu'il y a une nouvelle technique, dès que quelqu'un rentre dans le cabinet, ça va changer par rapport aux autres. Ben, on doit modifier. Alors, deuxième question. Doit-elle être signée? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux. C'est un engagement. On s'engage. On s'engage. Le manager s'engage à suivre son salarié. Le salarié s'engage à effectuer ses missions et avoir les compétences requises. Donc, on va signer. Qui la rédige? Généralement, c'est le N+1 qui le rédige ou la personne qui s'occupe des ressources humaines, mais elle peut être coécrite. Dans l'exemple dont on parlait à l'instant avec vous, hein, Nadia, vous pouvez le faire en même temps avec vos assistantes. Donc là, vous allez pouvoir la coécrire. Alors, par rapport à ça, moi, il y a des cabinets où je la fais écrire par la personne. Après, il n'y a pas de bon. Ça dépend des équipes, oui. Voilà, ça dépend. Il y a des équipes, mais en fait, comme les personnes connaissent bien leur mission, savent exactement tout ce qu'elles doivent faire, ça leur permet en fait de gagner du temps, à la soumettre après au médecin ou au manager, et le manager la complète, la corrige, revoit. Mais ça donne une base de discussion. Et ça évite, par exemple, Nadia, que tu aies 4 fiches de poste à écrire demain. Bah, Voilà. C'est ça. Après, le problème, il est là, c'est que déjà… Voilà. Et je On a pense du à mal ça. à… Et que pour moi, ça peut être bien de leur expliquer le fonctionnement et comment on construit une fiche de poste, de leur demander de réfléchir à cette fiche de poste, et après que tu la valides avec eux, et ça n'empêche pas de l'enrichir. Voilà. Ouais. Est-ce qu'elle est obligatoire? Elle n'est pas obligatoire, mais comme on l'a vu, c'est un élément indispensable pour recadrer les missions et puis surtout de valorisation. C'est le manager qui la valide et on la remet soit à la création du poste avec le contrat de travail ou quand on va la remanier. Voilà. Et je crois que j'en ai terminé avec la fiche de poste, sauf si vous avez des questions. Non, c'est bon. Merci. Docteur Darchi, pas de questions, c'est bon? Non, c'est bon. Alors, je vais prendre la suite sur la réunion d'équipe.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est en plus, c'est que c'est quelque chose qu'on a mis en place chez Nadia il y a très peu de temps. Donc, on va même pouvoir avoir son feedback en direct. Donc, on va reprendre en fait les éléments et l'intérêt d'une réunion d'équipe. Une réunion d'équipe, c'est vraiment différent d'une réunion de travail. La réunion d'équipe, elle est là pour que l'équipe se soude, puisse intervenir, alors que la réunion de travail, c'est vraiment le manager qui va convoquer les salariés et qui va leur descendre des nouvelles procédures. Voilà. Où là, on est vraiment dans quelque chose de plus directif, c'est on va appliquer ces procédures, alors que la réunion d'équipe, elle est là, elle, pour dynamiser et trouver des solutions et faire du co-développement dans le cabinet. Donc, on va commencer par les règles d'or, parce que c'est la première chose sur lesquelles il faut tenir. La première chose, c'est on va commencer à l'heure. Nous aussi, on va finir à l'heure. Mais déjà, on va commencer à l'heure. On coupe son téléphone, on respecte le timing, on respecte l'ordre du jour. On essaie de s'en éloigner. On va voir comment on peut faire. On va aller chercher l'interaction avec tout le monde parce qu'on est dans une réunion qui est là pour que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, ne laissez personne sur le côté. Aborder tous les points importants dès le début, ceux qui vont prendre du temps, et puis mettre beaucoup d'énergie et de positivité quand on fait sa réunion. On peut passer à la slide suivante. Les 5 étapes fondamentales, c'est on a d'abord un ordre du jour qu'on va écrire à plusieurs. Tout le monde peut proposer un sujet. On verra que pour un bon ordre du jour, on va se limiter à 1 ou 2 sujets, mais tout le monde peut proposer un sujet et on va voir après les sujets qu'on choisit. Par contre, on communique l'ordre du jour à tout le monde pour que tout le monde ait quelques jours à l'avance les sujets pour pouvoir y réfléchir, travailler ou même discuter avec ses collègues. Le participatif, il est essentiel dans cette réunion. Il faut aller chercher l'interaction envers tout le monde. Au début, il y en a qui vont se remettre un tout petit peu de côté. On va aller chercher, on leur pose des questions, on les inclut. Et au bout d'un moment, ça va se faire très naturellement. Le compte-rendu, il est là pour dire tout ce qui a été expliqué dans cette réunion, tous les accords qu'on a pris, les décisions qu'on a prises. La synthèse, on verra que c'est à la fin de la réunion. Donc, ce n'est pas très grave. La synthèse, et on verra qu'on peut mettre un objectif qui court. C'est bon, tu peux passer. L'ordre du jour, donc, il sert à poser le cadre. Et c'est important parce que quand on est dans une réunion comme ça où tout le monde peut s'exprimer, ça peut vite devenir un PowerPoint. Donc, on va poser un cadre. On va définir l'ordre du jour. La discussion, ça va être sur, par exemple, qui s'occupe des commandes. On va présenter un agenda. On va résumer les sujets de la réunion. Il doit être précis. Voilà, on essaye de ne pas être trop vaxé. Mise en place, par exemple, si on prend l'ordre du jour sur les commandes, c'est mise en place d'une nouvelle charte sur les commandes du cabinet. Voilà, pour que tout le monde comprenne bien qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ça va permettre aussi de ne pas s'éparpiller et de recentrer les discussions parce que ça peut arriver qu'on s'éparpille et qu'on commence sur les commandes et qu'on finisse sur l'entretien des bâtiments. Justement, pour éviter ça, on va avoir quelqu'un qui va constamment, donc le manager en général, va constamment recentrer la discussion pour avancer. Et on le communique quelques jours à l'avance, par mail. Le participatif, très important d'inclure tout le monde dès le départ. Donc, ça peut être sur la météo du jour, comme Agnès fait assez fréquemment. Ça peut être sur des petites cartes que vous avez, un petit jeu de cartes d'émotion et chacun tire une carte et explique si l'émotion ou l'a choisi et choisit de parler de l'émotion du jour. Ça peut être le thermomètre, de se dire, voilà, la température du corps humain, elle est à 36 degrés, 37 degrés. Vous êtes où par rapport à cette température? C'est parfait. Ou alors j'ai un peu de fièvre ou justement j'ai un peu froid. Ça peut aussi ouvrir la discussion sur comment l'ambiance générale va et voilà, est-ce qu'on a besoin de parler. Le co-développement, ça c'est vraiment quelque chose de très très important et c'est le fondement de ces réunions d'équipe, c'est d'aller chercher les solutions partout. On pense avoir toujours la bonne solution et quand on fait le tour de ces équipes, les équipes elles ont souvent plein de clés pour nous aider et pour avoir des solutions qui sont très proactives. Donc on va aller chercher le co-développement. On peut venir avec une problématique et de dire on va réfléchir ensemble à travailler sur cette problématique pour trouver une solution. Et puis, on peut nommer des groupes de travail si, par exemple, on veut réorganiser des plannings, si on veut développer certains projets dans la clinique, de dire
profiter de la réunion, de dire, voilà, on va faire un groupe de travail qui va s'occuper, par exemple, de voir comment on peut réagencer le cabinet, réagencer la salle d'attente, qu'est-ce qu'on peut faire sur la décoration, qu'est-ce qu'on peut faire comme publication, si on devait faire un film de salle d'attente, qu'est-ce qu'on doit avoir dedans. Voilà, comme ça permet à un petit groupe de travailler et de revenir à la prochaine réunion pour expliquer le travail qu'ils ont fait. Le compte-rendu, il est très important, donc on nomme un rapporteur en début de séance. Le but, c'est d'avoir les points clés de la réunion. Donc, on ne va pas faire un résumé qui fait 15 pages, mais vraiment avoir les points clés de la réunion. Les points d'accord sur lesquels on s'est mis d'accord. Si on a décidé d'une nouvelle procédure pour les commandes, on la note et puis on l'envoie par mail à tout le monde. Comme ça, tout le monde est acté de qui s'occupe de quoi. On peut avoir l'objectif qui court en détail, je vais en revenir sur l'objectif qui court, et on fixe d'emblée la prochaine réunion. Ça permet de la bloquer dans les agendas, ça permet de pouvoir avoir un rythme qui soit soutenu. Si on se dit on le fera quand on aura le temps, on ne fera jamais de réunion. Il faut fixer des dates. Nadia, je pense que tu es d'accord avec ça. Il faut les fixer. Et enfin, pour finir, la synthèse orale. La synthèse orale, elle, c'est le moment où on va clore la réunion. Parce que la réunion, comme on l'a dit, on va respecter des horaires. Donc, si on commence à 9h15 et qu'on s'est dit qu'on faisait 20 minutes de réunion, à 9h35, la réunion doit être finie. Ça, c'est l'engagement qu'on prend dès le départ. Donc, il y a un moment où on va devoir synthétiser et clore la réunion. Soit on est arrivé à un accord sur des points, et dans ces cas-là, on va verrouiller ces accords par le compte-rendu qui va noter qui s'occupe de quoi, par exemple. Et puis le moment aussi de dire, on n'est pas arrivé au bout, on n'a pas eu assez de temps pour en discuter, on reprend à la prochaine réunion. Mais il y a un moment, il faut synthétiser ce qu'on a décidé, valider les accords qui ont été pris, et puis se dire que ce n'est plus le moment des discussions. Donc il faut fermer cette réunion. Et l'objectif qui court, eh bien, ça va permettre de dire, entre cette réunion, si on fait une réunion par mois, entre cette réunion et la prochaine réunion, on va se donner un objectif tous ensemble pour améliorer et développer le cabinet. Ça va être, par exemple, je prends souvent cet exemple-là, mais ça va être les avis Google. Aujourd'hui, on est à 40 avis Google. On va essayer dans un mois d'arriver à 50 ou 55. Donc, on fixe un objectif à l'ensemble de l'équipe et on doit tous travailler pour cet objectif. Je vous rappelle qu'un objectif qui doit être quantifiable, atteignable et cohésif, c'est très important parce qu'on en est vraiment dans la réunion d'équipe. Donc, c'est très simple de dire, voilà, on doit atteindre 55 avis au bout d'un mois. C'est atteignable parce que c'est 15 avis en un mois, ce qui n'est pas mission impossible. Et cohésif parce que tout le monde va participer à cet objectif et tout le monde peut le vérifier en live en plus. En allant sur Google, on sait exactement quand on gagne des avis. Et cet objectif qui court, il commence à la fin de la réunion que vous faites et il s'arrête à la fin de la réunion qui commence. Et donc, ça va permettre de bien définir la période. Ce que vous pouvez mettre en place aussi pour alimenter justement ces réunions d'équipe, ce sont des carnets de liaison, comme on avait à l'école, où on va noter toutes les choses qui vont ou qui ne vont pas. Voilà, si on se dit dans les procédures, par exemple, je reprends l'exemple des LED pour Nadia, où Nadia dit « je ne peux pas checker toutes les LED », et pour penser à en parler à la prochaine réunion, on va le noter dans un petit carnet de liaison. On va éviter de le dire en disant « tiens, tu me feras penser qu'à la réunion, on va parler de ça ». Non, notons-le, ça sera plus simple. On peut oublier, voilà. Et puis, s'il y a des choses qui se règlent, on les règle. Et s'il y a des choses qu'on a changées et qu'on a mis en place et qui marchent très, très bien, on va les noter aussi sur le carnet en se disant, la dernière fois, on a pris l'engagement de changer le système de commande. Et ça marche très, très bien. Voilà, quels sont les points positifs. Donc, ce carnet de liaison, on va aussi bien trouver des choses à modifier, des choses à améliorer, comme des choses où le changement a été positif. Et puis, on peut utiliser, si on a besoin, de répartir des tâches entre les personnes ou pourquoi pas de se donner des avis sur des prochaines réunions d'équipe, des sujets. On peut utiliser l'application Google Task qui est très pratique parce qu'elle est compatible pour tous les types d'ordinateurs et tous les systèmes d'ordinateurs. Il suffit simplement que toute l'équipe la télécharge et on va pouvoir faire des listes de tâches et nommer des choses pour la prochaine fois. J'ai été assez rapide. Je ne sais pas si vous avez des questions. Parce qu'il est 56, donc j'avais un œil sur le chrono aussi. Est-ce que vous avez des questions sur la réunion?
Non, nous, on a mis en place, donc suite à l'intervention de Nicolas, donc c'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne bien? Ouais. À quelle fréquence? Alors, on en fait une par mois, mais on va, avec l'été, là, on va sauter, on risque de faire au bout de 2 mois. Mais sinon, c'est une par mois. Combien de temps? Alors, la dernière fois, ça a été une demi-heure. Ouais. Et ça t'a permis d'améliorer et tout le monde participe bien? Ah oui, tout le monde participe. En fait, ça a été... Enfin, c'est Perrine qui a suggéré le sujet. Elle était très, très embêtée pour... c'est vraiment très simple. Hein, c'est que chacune, elles font leur facture de chaque côté. C'est-à-dire que moi, la secrétaire fait mes factures d'injection. Là-haut à l'étage, celle qui épile fait ses factures. Et Perrine, qui fait par exemple les peelings, fait ses factures. Et du coup, pour les numérotations, elles étaient hyper embêtées parce que du coup, elles se notaient... alors, toi, t'en es où? Toi, t'en es où? Enfin, c'était infernal. Du coup... Elles ont voulu qu'on trouve un système simple pour numéroter les factures. Donc, j'ai suggéré quelque chose d'assez simple. J'avais l'idée tout de suite. Génial. Donc voilà. Du coup, ça a duré 3 minutes et ça nous a permis de parler d'autres choses. Et donc là, les prochains sujets, c'est l'optimisation de l'agenda. Bon, ça va bien avec la restructuration, la restructuration du temps de travail. Donc, du coup, là, on se fait 2 réunions à suivre avec un agenda qu'on essaye de stéréotyper à partir du 1er janvier parce que nous, avec nos délais, etc., malheureusement, on a une inertie pendant des mois quand on met quelque chose en place parce que là, c'est trop rempli jusqu'au mois de décembre pour pouvoir mettre en place un modèle. Et à partir du 1er janvier, on part sur un modèle d'agenda qui fait que quelqu'un qui veut un Botox à 9 heures, peut-être il ne pourra pas avoir un Botox à 9 heures. Donc, il y aura une certaine rigidité. Mais par contre, pour nous, il y aura moins de travail parce que c'est vrai que je passe des heures à l'agenda par semaine et j'en peux plus, quoi. Donc, on essaye de faire des créneaux, on va dire, tous les jours, variés, mais que ça soit simple, toujours pareil. Voilà, on va stéréotyper. Aujourd'hui, quand on regarde Doctolib, moi, ça ressemble à rien. C'est jamais la même chose, d'une journée sur l'autre. C'est un bordel atomique. On a l'impression que c'est un jeu de Tetris parce qu'il y a 36 rendez-vous en même temps. Voilà. Et en fait, on va essayer de faire en sorte que quand j'ai le temps qui est consacré à la patiente à l'étage pour valider le laser épilation, eh bien, il n'y ait pas de personnes en bas qui sont en train d'attendre à être injectées moitié sur le carreau, sur le divan d'examen, quoi. Donc, voilà, ce qui est très désagréable. Pour tout le monde, d'ailleurs. Donc, on ne veut plus ça. Enfin, on ne veut plus que je sois dérangée 2 fois pour aller valider des trucs en pleine séance d'injection, quoi. C'est ce qu'on a vécu pendant des mois, là, et c'est juste plus possible, quoi. Donc, on s'améliore et on travaille. Donc, Génial. Les réunions d'équipe ont déjà servi à avancer un peu et on continue là-dessus. C'est beaucoup de rigueur, hein. Les équipes vont se sentir un peu comme ça, mais c'est un vrai succès, hein, ça, c'est sûr. Ça va marcher, pour sûr. Alors, le dernier point du management, je vais aller rapidement, c'est bien sûr la formation. Les filles, pour les valoriser, pour les engager dans le métier, etc. Ça peut être dans la gestion d'agenda, dans la gestion du temps, peu importe. Mais c'est de les engager dans de la formation. Alors, il y en a pour vous, pour les équipes. Vous y allez régulièrement en congrès. Emmenez-les de temps en temps. Je sais que vous le faites, docteur Delorme, donc vous êtes là-dessus bien. Il y a des webinaires qu'on organise tous les mois. Il y a plein de choses. Et voilà, elles ont le droit de ne pas savoir bien répondre, gérer les patients difficiles. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on peut leur apporter. Donc n'hésitez pas parfois à faire la demande aussi dans les réunions d'équipe. Hein, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui comme compétences? On a de la chance parce que, en tout cas, sur ces thématiques, ce sont des compétences qu'on peut acquérir. Donc, voilà, ça, c'est déjà pas mal. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Ça vous a plu? C'est très clair, c'est super. Voilà. Ouais. Eh bien, merci, bonne soirée en tout cas. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Merci à tous. J'ai